Le soleil d'été n'éclaire plus que l'ombre d'un drame. L'épisode 1987 de Demain nous appartient, diffusé le 15 juillet 2025, marque un tournant décisif dans l'intrigue, avec un rebondissement glaçant. Judith Delcourt-Bertrand, incarnée par Alice Varela, est placée en garde à vue. Le motif est aussi brutal qu'inattendu. Ses empreintes ont été retrouvées sur l'arme du crime. Un couteau, pièce à conviction centrale qui la lie directement à un événement encore entouré de zones d'ombre. Judith, fille d'Alex, Alexandre Brasseur, et Chloé, Ingrid Chauvin, n'est pas une inconnue pour les téléspectateurs. Élevée dans une famille aimante, elle incarne depuis toujours la justesse, la sensibilité et une certaine fragilité assumée. Mais ce mardi soir, c'est une toute autre facette de sa personnalité que le public découvre. Une facette acculée, paniquée, presque méconnaissable. L'arrestation de Judith, ordonnée après une analyse ADN et dactyloscopique, fait l'effet d'un séisme. Tout bascule lorsque Michael, Malik Zidi, récemment promu dans la brigade, annonce sans détour qu'elle va être écrouée. Il ne s'agit pas d'une simple audition prolongée, ni d'un malentendu que l'on peut vite dissiper. Judith rejoint officiellement la maison d'arrêt, celle-là même où se trouve déjà Soizic, autre figure controversée de la série. La promiscuité de ces deux femmes, au caractère bien trempé, laisse présager des tensions à venir. Dans un commissariat tendu, où les regards pèsent plus que les mots, Chloé perd pied. Pour cette mère courage, habituée à lutter pour ses proches, cette garde à vue est une injustice insoutenable. Elle supplie Michael, le conjure de reconsidérer la situation, d'envisager l'hypothèse d'un coup monté. Mais la froideur du jeune policier, qui suit la procédure à la lettre, achève de briser les derniers espoirs de la famille Delcourt. La scène est déchirante. Chloé, les larmes aux yeux, s'effondre dans les bras d'Alex, impuissant. Leur couple soudé par 1000 tempêtes vacille encore sous le poids d'une nouvelle tragédie. Cette fois, il ne s'agit pas d'un accident ou d'un départ volontaire, mais d'un soupçon criminel dirigé contre leur propre fille. L'angoisse devient viscérale, la peur ronge les certitudes. Dans un silence presque religieux, Judith est conduite à l'isolement pendant que l'affaire fait déjà les gros titres dans les rues de Sète. Certains voisins chuchotent, d'autres spéculent. Comment une jeune femme si douce pourrait-elle se retrouver mêlée à une histoire de sang? Le spectre de la calomnie plane, mais les preuves, pour l'instant, parlent contre elle. Ce retournement de situation, écrit avec une précision chirurgicale par les scénaristes, bouleverse non seulement les dynamiques familiales, mais aussi la perception même du personnage de Judith. Le public, pris au piège entre empathie et doute, oscille entre l'envie de la défendre coûte que coûte et la crainte d'une vérité plus sombre. Pendant ce temps, à la prison, l'arrivée de Judith n'échappe pas à Soizic. Leurs regards se croisent, sans un mot, mais avec une intensité dramatique rare. Les murs de la maison d'arrêt vont-ils devenir le théâtre d'une alliance inattendue ou d'une guerre larvée? Dans ce huis clos carcéral, la tension promet d'atteindre des sommets. Dans les prochaines heures, les fans de la série sauront si cette garde à vue n'était qu'un passage vers l'innocence retrouvée ou le début d'un long calvaire. Une chose est certaine, Judith, symbole d'équilibre et de douceur, vient de basculer dans une réalité où chaque geste, chaque parole peut la condamner un peu plus. À la maison d'arrêt de Sète, les portes claquent, les regards s'aiguisent, les tensions montent. Dans cet univers carcéral aussi feutré que brutal, l'arrivée de Judith bouleverse un équilibre déjà fragile. Et ce bouleversement prend une dimension encore plus explosive lorsqu'elle croise le chemin de Soizic. Deux femmes, deux passés, deux tempéraments, deux drames, et désormais une cellule à partager ou à se disputer. Soizic Leclerc, incarné par Charlie Nunn, n'est pas du genre à faire des politesses. Son séjour en prison l'a rendue plus méfiante, plus dure. Depuis qu'elle est tombée pour une affaire obscure mêlant manipulation et règlement de compte, elle a appris à survivre entre quatre murs en se construisant une carapace infranchissable. Alors, quand elle découvre que sa nouvelle voisine de cellule n'est autre que la douce et réservée Judith, elle comprend immédiatement que les jours à venir ne seront pas tranquilles. Le premier contact est froid, presque hostile. Soizic, habitué à dominer son espace, voit d'un mauvais œil cette intrusion inattendue. Judith, elle, tente de garder la tête haute malgré le choc de son incarcération. Elle ne comprend toujours pas comment les choses ont pu aller aussi vite. Un jour, elle cueillait des tomates dans la serre familiale. Le lendemain, elle est traitée comme une criminelle. L'ambiance est électrique. Judith, plongée dans une incompréhension totale, pose des questions. Mais Soizic ne répond pas. Du moins, pas avec des mots doux. Elle lance des piques, insinue que personne ne finit ici par hasard, qu'il y a toujours un fond de vérité derrière les accusations. Pour Judith, ces paroles sont des coups de poignard. Elle commence à douter. Et si? Mais elle se ressaisit. Elle sait qu'elle est innocente. Elle doit s'accrocher à cette conviction comme à une bouée dans une mer de soupçons. Peu à peu, malgré la méfiance, une forme de communication s'installe entre les deux femmes. D'abord passive-agressive, elle évolue vers un dialogue plus franc. Judith,
avec sa sincérité désarmante, commence à fissurer la cuirasse de Swazik. Et Swazik, malgré elle, semble intriguée par cette jeune fille qui ne correspond à aucun des profils qu'elle a côtoyés jusqu'ici dans les couloirs de la prison. Dehors, Chloé ne désarme pas. Elle multiplie les appels, tente de faire intervenir des contacts, relie l'enquête en boucle. Rien n'a de sens pour elle. Judith n'a jamais été violente, encore moins capable de commettre un acte irréparable. Mais Michael, chargé du dossier, semble coincé dans une logique procédurale. Il est jeune, ambitieux, peut-être trop soucieux de bien faire. La preuve matérielle, les empreintes, est irréfutable, lui dit-on. Mais dans cette série, on le sait, la vérité ne se cache jamais là où on l'attend. Pendant ce temps, Alex, le père, s'enferme dans un silence ravageur. Lui qui a toujours été protecteur peine à encaisser le coup. Il en veut à tout le monde, à la police, à la justice, à lui-même, et surtout à ce Michael qui l'accuse de rigidité et de froideur. Pourtant, au fond de lui, Alex le sait. Il faut rester fort pour Judith. Il faudra bientôt faire front, en famille. La cellule devient un théâtre. Swazik, qui observe Judith d'un œil acéré, commence à entrevoir la faille dans le dossier. Elle connaît les méthodes des enquêteurs, les erreurs de débutants, les preuves trop parfaites. Et si Judith était, comme elle, une victime d'un système pressé de désigner un coupable? Un soir, alors que la lumière s'éteint, elle murmure à Judith « T'as un problème plus gros que moi, gamine. Si t'es vraiment innocente, va falloir te battre. » Ce moment est clé. Judith comprend qu'elle ne peut pas survivre en se contentant d'attendre la libération. Elle doit comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ce couteau portait ses empreintes? Qui aurait pu vouloir la faire tomber? Et pourquoi? Elle n'est plus simplement une détenue. Elle devient une enquêtrice, avec pour seul allié une femme redoutée, méprisée, mais peut-être lucide. Le duo improbable se dessine. Dans l'enfer de la prison, la vérité semble encore plus lointaine, mais Judith n'a plus le choix. Elle va devoir chercher, fouiller, convaincre, et Swazik, malgré ses sarcasmes, pourrait bien être la seule capable de lui montrer le chemin. Pendant que Judith tente de survivre derrière les murs austères de la maison d'arrêt, la vie continue à Seth, avec ses bonheurs fragiles et ses amours en équilibre instable. Parmi les jeunes figures de la série, Jack, Dimitri Fouk, vit une histoire d'amour naissante avec Manny, mais derrière les sourires et les promesses, un malaise s'installe lentement. L'épisode 1987 nous plonge dans l'intimité d'un couple en devenir, où la passion flirte avec les silences et où chaque regard semble cacher un non-dit. Jack est l'un des personnages les plus touchants de la série, sensible, loyal et souvent tiraillé entre ses idéaux et les réalités de la vie. Sa rencontre avec Manny avait tout d'un conte moderne. Une attirance immédiate, une alchimie palpable, une envie de croire en quelque chose de vrai. Mais très vite, des détails viennent troubler ce tableau idyllique. Jack remarque des comportements étranges chez Manny, des absences inexpliquées, des réactions froides et une manière d'éviter certaines discussions trop intimes. L'épisode met en lumière cette zone grise où les sentiments ne suffisent que plus à maintenir la confiance. Jack commence à douter. Et ces doutes, il les garde pour lui, dans un silence qui ronge. Il veut croire en Manny, mais une petite voix intérieure lui murmure que quelque chose ne va pas. Il se surprend à fouiller dans les messages, à questionner les gestes, à analyser les silences. L'amour devient une énigme. Manny, de son côté, semble naviguer entre deux mondes. S'il montre de l'attachement à Jack, il semble parfois ailleurs, comme prisonnier d'un passé qu'il ne veut pas nommer. Dans l'une des scènes les plus fortes de l'épisode, il évite une conversation en changeant brusquement de sujet, laissant Jack seul avec ses incertitudes. Un geste anodin mais révélateur. Le téléspectateur comprend que cette relation cache quelque chose. Pas forcément une trahison, mais peut-être une douleur, un secret, ou une peur que Manny n'ose pas dévoiler. Cette intrigue secondaire, subtilement écrite, offre un contrepoint intime aux drames plus frontaux que vivent Judith ou Chloé. Ici, la tension est feutrée, presque invisible à l'œil nu. Elle se lit dans les silences, les gestes suspendus, les regards fuyants. Elle parle d'un autre enfermement, celui que l'on s'impose soi-même quand on a peur d'être vulnérable. Jack, tiraillé, demande conseil à Lizzie. Sa sœur, toujours franche et lucide, l'encourage à affronter Manny, à poser des mots sur ce qu'il ressent. Elle lui rappelle que l'amour sans confiance est une impasse. Ces mots résonnent douloureusement en Jack. Il sait qu'elle a raison, mais il redoute la vérité. Parce que parfois, ce que l'on découvre en posant une question change irrémédiablement ce que l'on ressent. En parallèle, la situation carcérale de Judith impacte l'ambiance générale du lycée. Les élèves sont sous tension, les rumeurs vont bon train. Jack, qui connaît bien Judith, est particulièrement affecté. Ce climat de suspicion renforce encore son insécurité. Dans un monde où l'on ne peut plus faire confiance à personne, comment croire pleinement en quelqu'un d'aussi mystérieux que Manny ? La série, fidèle à son ADN, utilise cette intrigue amoureuse pour explorer des thèmes profonds. La construction de l'identité, les traumatismes passés, la peur de l'abandon, le couple Jack-Manny devient ainsi un miroir des fragilités de la jeunesse entre exaltation et peur de l'échec.
Vers la fin de l'épisode, un moment suspendu, Jack confronte enfin Manny. Sans colère, mais avec une détresse sincère, il lui demande s'il cache quelque chose. Manny, surpris, ne répond pas tout de suite. Un silence pesant s'installe. Puis il lâche, presque à voix basse, « Il y a des choses que je ne peux pas encore dire, mais ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. » Une réponse qui ouvre plus de questions qu'elle n'en résout. Jack est touché mais encore plus perdu. Peut-on aimer quelqu'un sans le connaître vraiment? Peut-on bâtir une relation sur des zones d'ombre? Le couple est à un tournant et l'épisode 1987 laisse volontairement ces questions en suspens. Dans le tumulte général de Seth, entre affaires judiciaires et blessures du cœur, Jack et Manny incarnent une autre forme de combat. Celui de ceux qui veulent aimer mais ne savent pas encore comment se montrer totalement. La suite dira si leur histoire survivra au doute ou s'y noiera. L'épisode 1987 de Demain nous appartient poursuit sa montée en tension avec une intrigue secondaire inquiétante, presque silencieuse, mais dont les implications sont de plus en plus glaçantes. Celles d'Octave, Louis Durand, Lilou, Roman Park et Marceau. Le trio évolue dans un climat lourd, trouble, où le malaise grandit à mesure que l'on comprend que quelque chose cloche. Et si Marceau n'était pas celui qu'il prétendait être, Octave, adolescent timide et désarmé, cherche un repère, une figure adulte à laquelle se rattacher dans une période de flottement. Lilou, plus vive, plus lucide aussi, tente tant bien que mal de rester dans le cadre, mais elle suit Octave par amitié, parfois par curiosité, parfois par peur de le laisser seul face à ses dérives. Les deux jeunes gens se retrouvent de plus en plus souvent au contact de Marceau, un homme que l'on peine à cerner. Marceau est charismatique, cultivé, toujours bienveillant en apparence. Il offre des conseils, propose des activités, se montre généreux, trop présent. À travers ses gestes et ses paroles, une emprise douce s'installe. Ce n'est pas de la violence, pas encore, mais une forme de manipulation insidieuse qui piège peu à peu les deux adolescents dans un univers parallèle coupé des autres. L'épisode 1987 développe cette dynamique avec une justesse redoutable. Lors d'un après-midi de détente, Marceau emmène Octave et Lilou dans une maison isolée sous prétexte de les éloigner de leurs soucis. Mais l'ambiance tourne vite. La musique est trop forte, les conversations deviennent étranges. Lilou commence à comprendre qu'ils ne sont pas là par hasard. Octave, lui, est déjà en train de glisser. Les spectateurs, eux, assistent avec malaise à cette escalade. Le scénario distille des indices. Une main posée un peu trop longtemps sur l'épaule d'Octave, un regard trop appuyé, un sous-entendu qui met Lilou mal à l'aise. Tout est là, mais rien n'est dit frontalement. Et c'est cette pudeur dans la narration qui rend la situation encore plus inquiétante. Lilou tente d'en parler à Octave. Elle lui dit qu'elle ne se sent pas bien, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais Octave, envoûté, refuse de l'entendre. Il défend Marceau, assure qu'il est différent, qu'il ne veut que leur bien. Il se ferme, se braque. Et c'est justement là que l'influence de Marceau devient dangereuse. Il isole, divise, déstabilise. Pendant ce temps, personne ne semble s'apercevoir de ce qui se trame. Les adultes sont occupés, la famille Delcourt plongée dans l'affaire Judith, les policiers mobilisés sur d'autres fronts, les éducateurs débordés. C'est dans ce vide que Marceau agit. Comme tous les prédateurs silencieux, il avance masqué, joue de la confiance et de l'oubli. Mais Lilou ne baisse pas les bras. Elle se confie à une camarade, glisse quelques mots à Lizzie, espérant que quelqu'un prenne au sérieux ses intuitions. Elle sent que le danger est réel, que si elle ne fait rien, quelque chose d'irréversible pourrait arriver. Elle commence à prendre des notes, à observer les gestes, à se préparer, dans l'ombre, à alerter quelqu'un. Cette intrigue, bien que secondaire dans l'épisode, est traitée avec une intensité rare. Elle aborde des thèmes sensibles. L'emprise psychologique, la vulnérabilité des adolescents, les failles du système éducatif et familial. Et elle le fait sans jamais tomber dans le sensationnalisme, mais au contraire avec sobriété et gravité. Le personnage de Marceau, brillamment interprété, incarne une menace nouvelle dans Demain nous appartient. Une menace moins spectaculaire que les crimes ou les drames judiciaires, mais profondément humaine. Celle de ces figures d'autorité déviante qui avancent dans la brume sans que personne ne les voie venir. Alors que l'épisode s'achève, Lilou envoie discrètement un message à Pierre, l'oncle de Jack. Un message codé, une sorte de SOS déguisé. Elle espère qu'il comprendra, qu'il fera le lien, qu'il réagira. Car elle sait que le temps presse. L'étau se resserre autour d'Octave, prisonnier d'un adulte qui le manipule. Et Lilou, seul contre tous, tente de briser le piège. Dans cette atmosphère lourde et tendue, le danger n'est plus à la périphérie de la série. Il est là, au cœur de la jeunesse, invisible et sournois. Et il pourrait bien éclater au grand jour dans les épisodes à venir. Alors que la ville de Seth se trouve déjà plongée dans une série de drames familiaux, amoureux et judiciaires, un autre front s'ouvre, plus souterrain, plus dangereux encore. Pierre, incarné par Jean-Luc Reichmann, figure à la fois rassurante et tenace, se lance dans une mission à haut risque.
infiltrer l'entourage du mystérieux dealer Tom. Mais pour cela, il doit mentir, se dissimuler, se faire passer pour un autre. Dans l'épisode 1987, le téléspectateur découvre un Pierre métamorphosé, prêt à franchir toutes les lignes rouges pour découvrir la vérité. Tout commence par une intuition. Pierre, observateur avisé et habitué aux coups fourrés, sent que Tom n'est pas un simple adolescent paumé. Il perçoit chez lui des comportements suspects, des regards fuyants, des disparitions récurrentes. Un détail, insignifiant pour d'autres, attire son attention. Une conversation coupée nette lorsqu'il s'approche, des messages cryptés dans un carnet. Pour Pierre, il ne fait aucun doute que quelque chose se trame. Mais impossible de faire appel à la police sans preuve tangible. Et puis, il craint que Tom ne se méfie s'il voit débarquer un adulte trop officiel. Alors Pierre opte pour une stratégie inattendue, il se fait passer pour un journaliste indépendant spécialisé dans les destins de jeunes en rupture dans le cadre d'un reportage fictif. Une couverture idéale pour approcher Tom sans éveiller ses soupçons. Le jeu est risqué. Tom, de nature méfiante, ne se livre pas facilement. Mais Pierre connaît les failles des jeunes. Il joue sur la corde sensible, s'intéresse à son quotidien, à ses passions, à ses difficultés scolaires. Il se montre à l'écoute, presque bienveillant. Petit à petit, Tom baisse la garde. Il accepte de le revoir, l'invite même à l'accompagner sur certains trajets, prétendant qu'il veut lui montrer la vraie vie des jeunes de 7. C'est là que Pierre découvre un univers parallèle fait de deals discrets, de codes verbaux, de lieux de rendez-vous isolés. Rien de spectaculaire, mais suffisamment structuré pour comprendre que Tom est bien plus qu'un simple guetteur. Il est au cœur d'un petit réseau qui échappe à la vigilance des autorités. Un réseau jeune, mobile, invisible, mais plus Pierre avance, plus il s'expose. Il comprend que son rôle de faux journaliste ne pourra pas tenir longtemps. Tom est entouré de figures plus âgées, plus méfiantes. L'un d'eux, que Pierre surnomme le chien, semble avoir flairé l'imposture. Une scène tendue le confirme. Dans un entrepôt désaffecté, Pierre est pris à partie par deux individus qui lui demandent de justifier sa présence. Il s'en sort de justesse en évoquant un rendez-vous avec Tom pour une interview. De retour chez lui, Pierre comprend qu'il joue avec le feu, mais il refuse d'abandonner. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de faire tomber un dealer, il veut sauver Tom. Il sent que derrière la façade rebelle se cache un adolescent perdu, manipulé, enfermé dans un engrenage dont il ne sait plus comment sortir. Et cela le touche profondément. Il décide alors de creuser encore plus loin. Grâce à quelques contacts dans l'éducation nationale, il découvre que Tom a été signalé à plusieurs reprises pour absentéisme, comportement violent, mais que rien n'a été fait. Les services sociaux, débordés, ont classé son dossier sans suivi réel. Une faille béante dans laquelle Tom s'est engouffré. Pierre rédige des notes, compile des informations, prend des photos discrètes. Il envisage de tout transmettre à la police, mais il hésite. Il craint que Tom soit traité comme un criminel plutôt que comme une victime d'un système défaillant. Il sait qu'une arrestation brutale pourrait briser le peu de confiance qu'il a réussi à instaurer. Dans une scène forte de l'épisode, Pierre confronte enfin Tom. Il lui révèle la vérité. Il n'est pas journaliste. Il lui tend une main. Tom, abasourdi, le regarde longuement. Puis il s'enfuit, sans un mot. Ce silence en dit long. La trahison est rude, mais elle marque aussi un tournant. Pour la première fois, Tom est forcé de faire face à la réalité de sa situation. L'épisode se termine sur une note incertaine. Pierre, seul sur un banc, relit ses notes. Il sait que le compte à rebours est lancé. Soit Tom reviendra vers lui, soit les autres le feront taire. Cette intrigue haletante offre une respiration intense dans l'épisode, en mêlant enquête sociale, infiltration et humanisme. Elle rappelle que Demain nous appartient ne se contente pas de raconter des histoires de cœur ou de famille, mais qu'elle sait aussi explorer les zones d'ombre de notre société, avec subtilité et audace. L'épisode 1987 de Demain nous appartient atteint son apogée émotionnel avec le parcours bouleversant de Chloé Delcourt, interprété avec une intensité poignante par Ingrid Chauvin. Face à l'arrestation de sa fille Judith, envoyée en détention provisoire, Chloé ne flanche pas. Elle vacille, elle souffre, mais elle se bat. Comme une mère prête à affronter l'État, la justice, la police, le doute, pour sauver sa fille. Depuis des années, Chloé est une figure centrale de la série. Un pilier moral, une battante. Elle a traversé des deuils, des trahisons, des tempêtes conjugales, mais rien ne l'avait préparée à voir sa fille menottée, accusée, exposée au jugement public. La douleur est immédiate, brutale, viscérale. Pourtant, dans cet épisode, elle ne se laisse pas écraser. Elle entre en résistance. Tout commence au commissariat. La scène est glaçante. Judith vient d'être placée en détention. Michael énonce les faits avec une froideur réglementaire. Chloé tente de rester digne, mais ses yeux crient. Elle supplie Michael de reconsidérer, de chercher plus loin, de faire confiance à Judith. Mais lui, jeune officier zélé, reste inébranlable. Les empreintes ne mentent pas et les ordres sont clairs. Mais pour Chloé, cette inertie administrative est insupportable. Elle décide de prendre les choses en main.
Elle relit les procès-verbaux d'audition, interroge les souvenirs, consulte discrètement un avocat spécialisé. Très vite, elle identifie une série d'incohérences. Pourquoi Judith aurait-elle laissé ses empreintes sur une arme si elle avait prémédité un crime? Pourquoi ne pas avoir fui? Et surtout, à qui profite ce chaos? Déterminée, elle confronte Michael dans un couloir du commissariat. La scène est tendue, presque violente dans l'émotion. Chloé le traite d'inhumain, d'insensible. Elle lui rappelle qu'il connaît Judith, qu'il l'a vue grandir, qu'il sait qui elle est. Mais Michael reste muré dans son rôle, conscient que l'affaire pourrait lui coûter cher s'il dévie du protocole. Ce blocage institutionnel devient un mur contre lequel Chloé se heurte sans relâche. C'est alors qu'elle tente un coup de poker. Elle se rend dans les locaux du journal local, propose un entretien, souhaite alerter l'opinion publique. Le journaliste refuse d'abord, par crainte d'interférer avec une enquête en cours, mais elle finit par le convaincre. Dans une séquence marquante, Chloé s'adresse à la caméra sans filtre. Elle parle de sa fille, de l'injustice, du besoin d'une enquête impartiale. C'est le cri d'une mère, mais aussi celui d'une citoyenne qui ne veut plus que la machine judiciaire écrase les innocents. L'écho est immédiat. Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient. Certains soutiennent Chloé, d'autres doutent. Mais une chose est certaine, l'affaire Judith ne pourra plus être traitée comme un simple fait divers. Elle devient politique, sociale, humaine. Et Chloé est au cœur de ce tourbillon. Au sein de sa propre famille, les tensions sont vives. Alex, profondément blessé, reproche à Chloé d'exposer leur vie privée. Il voudrait gérer cela discrètement. Mais elle refuse. Pour elle, le silence est complice. Et Judith n'a plus le luxe du silence. Elle est enfermée, humiliée, brisée. Chaque jour passé derrière les barreaux est une blessure de plus. La dernière scène de l'épisode est bouleversante. Grâce à une autorisation exceptionnelle, Chloé obtient le droit de rendre visite à Judith en prison. Les retrouvailles se font dans une salle blanche, froide, sous la surveillance d'un surveillant. Les deux femmes se regardent, pas besoin de mots, elles pleurent. Puis Chloé se penche, prend la main de sa fille et murmure « Je vais te sortir de là, même s'il faut que je retourne la France entière ». Ce moment résume tout. L'amour d'une mère, la rage d'une femme, la force d'une famille. Il clôt un épisode d'une rare intensité, où chaque personnage est confronté à ses limites. Judith dans sa cellule, Swazik dans ses démons, Jack dans ses doutes, Octave dans le piège, Pierre dans le mensonge, et Chloé dans ce combat impossible contre une justice parfois aveugle. L'épisode 1987, par son écriture précise et ses arcs narratifs entremêlés, marque une étape majeure dans la saga de Demain nous appartient. Il n'est plus seulement question de suspense ou de romance, mais de vérité, d'engagement, de résilience, et surtout d'amour. Cet amour inconditionnel qui pousse une mère à défier l'ordre établi pour sauver son enfant. Demain, tout peut encore basculer. Mais une chose est sûre, Chloé Delcourt n'a pas dit son dernier mot.